Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 25 septembre 1880, Jules Massenet écrit « Je me repose d'Hérodiade et je prends de nouvelles forces pour écrire Werther, un drame lyrique en 4 tableaux. Cet ouvrage tout spécial est destiné à me satisfaire d'abord. » C'est toujours bien quand un compositeur se fait plaisir, n'est-ce pas, en mettant en musique cet emblème du romantisme allemand. C'est un petit peu à contretemps, évidemment. Massenet, à l'instar d'Edmond Rostand qui ressuscite le drame romantique en alexandrin avec Cyrano de Bergerac, va essayer en quelque sorte de trouver sa place. 7 ans plus tard, l'ouvrage est achevé, je dis bien 7 ans. Il a 45 ans, Massenet, à ce moment-là, ce 25 mai 1887, quand va se lever le rideau. Lui, en attendant, il se lève très tôt le matin, il a toujours fait ça, qu'il ait envie d'écrire ou pas, il est debout à 5h30, il sait que l'inspiration ne visite pas les paresseux, il pose les dernières retouches à sa partition. Alors, il faut l'imaginer, Massenet, avec ses célèbres moustaches, il se prépare, il se fait beau, et puis le voilà qui se dirige vers l'Opéra Comique où l'attend le directeur, un directeur que tout le monde connaît bien, c'est Léon Carvalho, bien sûr. L'accueil n'est pas vraiment celui auquel Massenet s'attendait. « J'espérais que vous m'apportiez une autre Manon. C'est un sujet sans intérêt. Il est condamné d'avance, dit le directeur. » À son avis, Werther renvoie à une époque qui n'est plus l'époque en vogue. Ça renvoie tout ça au romantisme. C'est plus ce dont les gens ont envie. Or, Massenet lui-même avait tourné la page du romantisme avec un sujet comme Manon, tout en légèreté, en frivolité parisienne, et le public avait fait un triomphe à sa création. Triomphe que Carvalho espérait renouveler, réitérer, un peu dans la même veine, si vous voulez. Et c'est pas du tout ce qu'a fait Massenet, qui a donc, vous l'avez compris, complètement changé là d'inspiration. Quelques heures plus tard, un dramatique événement qui condamne temporairement Werther va succéder à ce jugement sans appel de Carvalho, puisque c'est l'incendie de l'Opéra Comique, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, cet incendie qui va provoquer la mort de 84 personnes. Et il va falloir maintenant attendre pour entendre Werther. Le public parisien va devoir patienter, tenez-vous bien, jusqu'au 16 janvier 1893. Et c'est à la salle Favart qu'on va donc découvrir Werther. Le livret, nous dit Gérard Condé dans son ouvrage aux éditions Bleu Nuit éditeur, le livret est assez fidèle au roman, parfois textuel, mais c'est d'une autre histoire qu'il s'agit de par l'importance accordée à Charlotte qui, dans l'original, n'existait qu'à travers Werther. Tel est le destin des librettistes, conscients du malaise, voire de la répulsion qu'inspire la personnalité délétère de Werther. Oui, c'était peut-être pas finalement le sujet idéal. Déjà, Gounod, dans Faust, avec ses librettistes, en avait fait de même d'après le grand œuvre de Goethe. Faust, bien sûr, ils avaient donné beaucoup plus d'épaisseur au personnage de Marguerite pour rendre l'ouvrage plus conforme à ce qu'on attend d'un opéra à Paris. La partition, cette fois, la partition de Massenet dans Werther, offre des duos incroyables. Vous savez, ces duos entre Werther et Charlotte qui sont déchirés entre leur aspiration au bonheur et le respect des conventions sociales et familiales que la jeune femme n'arrivera pas à dépasser. Massenet exploite les ressources du grand orchestre symphonique. Il parvient à créer néanmoins une espèce d'atmosphère assez particulière, intime, pénétrante, avec tous ces grands airs de Charlotte que tout le monde connaissait. Évidemment, adieu notre petite table, l'air de la lettre. On chantait ça autrefois, on sifflotait. Enfin, je dis autrefois, moi je l'ai fait il n'y a pas si longtemps après tout. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a un poncif qui a été 100 fois repris et qui fait de Massenet le compositeur de la femme. Ce poncif, il faut peut-être essayer de le reprendre et de voir les choses de plus près. On a toute cette image de la courtisane, de la bourgeoise tourmentée, la cocotte à la Maupassant, si vous voulez. On est à l'époque des grands romans naturalistes, bien sûr. Le nom de Massenet a un petit côté comme ça, passé,
pour pas dire un peu passéiste. Ça sent un peu le 78 tours et la carte postale sépia, vous savez, avec le monsieur moustachu qui se penche sur la jeune femme énamourée. Et c'est vrai que sur les 25 œuvres lyriques de Massenet, il y en a 12 qui portent des noms de femmes. On pourrait presque dire qu'il respectait la parité avant l'heure, cet homme-là. Quant à sa carrière, bien sûr qu'elle est assez éblouissante. Un prix de Rome à 21 ans, reçu à l'Opéra Comique, vous l'avez compris, à 25 ans, puis à l'Opéra à 35, professeur au conservatoire, membre de l'Institut à 36 ans. Bon, c'est un cursus honorum extraordinaire. Massenet est le seul grand compositeur français du 19e à descendre d'une aristocratie, d'une bonne famille, en tout cas, je vais dire d'une aristocratie, de la grande bourgeoisie, disons, avec des industriels, des artistes, des militaires, etc. J'avais, il y a quelques années, reçu sur une autre radio les sœurs Massenet, dont la célèbre Ariane Massenet, bien entendu, qui sont les descendantes directes de cette lignée et du compositeur. Jules est le 4e et dernier enfant de la 2e couche de son père Alexis, mais c'est sa 12e progéniture. Hein. Alexis, vous voyez, tout ça, on est dans la bonne société, militaire puis industrielle, et Jules ne va pas aimer son prénom, d'ailleurs il interdit qu'on le publie, ce qui explique que sur tous les documents contemporains, on est partout toujours J. Massenet. Jules, ça lui plaisait pas. Bref, son enfance se déroule à Paris. On l'inscrit au lycée Saint-Louis à l'âge de 9 ans, un lycée qu'il ne semble pas avoir énormément fréquenté. Sa formation scolaire est surtout assurée, comme ça se faisait à l'époque dans les bonnes familles, par sa mère, par Adèle. Vous voyez qu'il est le pur produit d'une société bien établie, qui est cette société française bourgeoise de la fin du 19e siècle. Vous écoutez Radio Classique. Alors, c'est un garçon studieux qui prépare sérieusement ses classes au conservatoire, le jeune Jules Massenet, qui s'est installé chez sa sœur aînée. Il s'exerce au piano avec ardeur dans l'atelier du mari de Julie, de sa sœur Julie. Le mari en question, c'est le peintre Paul Cavaillé. Et c'est Jules Vallès qui va évoquer Massenet dans Le Réveil du 11 juillet 1882, je le cite. Il avait alors ce pianoteur 14 ou 15 ans peut-être, de longs cheveux blonds, des yeux profonds, et tout gamin qu'il fût, il nous intimidait et nous inspirait presque du respect, tant il était assidu et bûcheur, exact comme une horloge, plaçant son derrière sur sa méthode et attaquant à heure fixe son instrument, écartant d'un geste de pythonisse tout ce qui gênait sa furie d'harmonie. Connaissait toute la simplicité du style de l'époque. Bref, Massenet va conserver cette discipline. C'est une espèce de machine de travail, Massenet. Il sera comme ça toute sa vie. Il va commencer à fréquenter à l'époque le milieu parisien artistique, cette bohème littéraire où il côtoie les rapins, des grisettes, des philosophes de brasserie et des poètes ratés. Ça, c'est dans le côté vraiment bohème de la société montmartroise. C'est un peu, ce sont les scènes de la vie de bohème, n'est-ce pas? Il accepte, pour ne pas gréver le ménage de sa sœur, un petit emploi de timbalier dans un orchestre de brasserie qui se produit rue des Poissonniers, puis il s'installe à son compte dans un petit logement de la rue de Ménilmontant. Massenet vit à 2 pas du cirque Napoléon, c'était le cirque d'hiver qui venait de se construire à l'époque, et il aime cette atmosphère, la faune clownesque qui peuple ce quartier. Il y a même des artistes jusque dans son immeuble. Il doit y avoir là une atmosphère très particulière qui est celle de la fin du Second Empire. Bientôt, il est timbalier 3 soirs par semaine au Théâtre Lyrique, là on est boulevard du Temple, et c'est là qu'il assiste le 19 mars 1859 à la première de Faust, bien entendu. Et ça va le marquer, ça va le marquer à vie. Au fond de l'orchestre, nous dit Gérard Condé, Massenet eut tout loisir de prendre sur le vif de précieuses leçons d'instrumentiste. Bon, il finit ses classes au conservatoire, où il est élève d'Ambroise Thomas, professeur académique dans le meilleur sens du terme, bien qu'il souffre encore aujourd'hui du mot injuste de Chabrier à son endroit, qui disait « il y a 3 sortes de musique, la bonne, la mauvaise et celle d'Ambroise Thomas ». Bref. Le conservatoire, en soi, n'a pas formation à former des artistes révolutionnaires. Au contraire, il est là pour transmettre un savoir plus traditionnel. Il est là pour sanctuariser les savoirs et les dispenser aux meilleurs des élèves.
Et c'est ensuite à chacun d'aller suivre sa voie. Vous avez Debussy qui va élargir complètement, faire déborder le lit, si je puis dire, de la musique de son temps, là où Massenet, lui, préfère perpétuer ce qu'il a reçu. Massenet, c'est vrai, écrit très facilement, il a la plume facile, et pendant son passage dans la classe de Thomas, on le voit déjà composer avec frénésie. Et puis, il y a donc ce prix de Rome et le séjour à la Villa Médicis. Alors, il y avait eu Berlioz avant lui, ensuite il y aura Debussy. Aussi bien Berlioz que Debussy se seront ennuyés à la Villa Médicis. Massenet, lui, en profite pour faire le grand tour, si je puis dire. Il visite non seulement la ville éternelle, mais l'Italie en général. Il y a quelque chose de touristique, et dans ses souvenirs, plus exactement, ça s'appelle « Mes souvenirs », qui ont été dictés à l'attention de ses enfants et de ses petits-enfants et de sa famille. Voici ce qu'il nous dit, ce qu'il écrit. « Les fêtes du carnaval venaient de se terminer à Rome avec leurs bacchanales endiablées. Sans avoir la réputation de celle de Venise, elle n'en avait pas moins d'entrain. Elle se déroulait dans un tout autre cadre, plus grandiose sinon mieux approprié. Nous y avions participé dans un grand char construit par les architectes et décoré par les sculpteurs. La journée s'était passée à lancer des confettis et des fleurs à toutes les belles romaines qui nous répondaient du haut des balcons de leur palais du Corso avec des sourires adorables. Sûrement, Michelet, lorsqu'il composa sa brillante et poétique étude sur la femme, pour faire suite à son livre sur l'amour, dut avoir sous les yeux, en pensée comme nous les eûmes, nous, en toute réalité sous les nôtres, ces types de rare, éclatante et si fascinante beauté, qu'en termes familiaux, ces choses-là sont, après bien du temps, rapportées. C'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer son épouse, enfin sa future épouse, Massenet, Madame de Sainte-Marie, comme beaucoup de grandes dames séjournent dans les capitales où les enfants se forment au contact des civilisations étrangères. C'est le grand tour, je vous le dis. Il fallait leur trouver un professeur de musique. Alors, Franz Liszt, qui réside à Rome à l'époque et qui vient de recevoir les ordres mineurs, aime rencontrer les pensionnaires de la villa. Il se trouve que la dame lui demande de lui recommander un professeur pour sa fille Louise, que tout le monde appelle Ninon, et l'abbé Liszt, si je puis dire, va indiquer le jeune Massenet. Et à partir de là, vous comprenez ce qui va arriver. Vous l'avez deviné déjà, mes chers enfants, ce fut cette exquise jeune fille, Louise, qui 2 ans plus tard devait devenir mon épouse aimée, la compagne toujours attentive, souvent inquiète de mes jours. Ah là, on est vraiment dans le grand style bourgeois de l'époque. Vous voyez que nous n'en sortons pas d'une certaine manière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors bon, c'est bien Rome et l'Italie. C'est en passant par Venise d'ailleurs qu'il rentre à Paris en 1865. Vous voyez qu'on est dans le début de l'Empire libéral, juste avant la grande exposition universelle. C'est vraiment l'époque du Second Empire. Il s'installe rue Taitbout dans le 9e arrondissement. Alors, on vient de remanier complètement les arrondissements de Paris, j'entre pas dans ces détails. Et il va s'occuper de faire exécuter sa suite symphonique qui s'appelle Pompeia. J'ai pas besoin de vous dire que c'est très inspiré par l'Italie, tout ça. Œuvre à l'orchestration brillante. Il y a un petit peu du carnaval romain de Berlioz, sans doute, mais il y a surtout cette tendance innée de Massenet à penser la musique comme une scène d'opéra. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce garçon-là a le théâtre dans le sang et il va le prouver par la suite avec toutes ses grandes œuvres, bien entendu. Il a l'intention de se faire connaître, il est dans tous les salons mondains de l'époque. Il est très friand de mélodie comme l'est la société de son temps. Et c'est un genre léger dont on doit pouvoir dire qu'il est parfait pour les salons et qui permet d'exprimer en même temps cette sensibilité si particulière que va développer Massenet, qui trouve en Armand Sylvestre son poète de prédilection, poète prolifique, que d'ailleurs Delibes et Fauré ont mis en musique de leur côté. Sylvestre a beau être polytechnicien de formation, c'est un sentimental, sa poésie est très personnelle et c'est cet aspect qui a séduit la sensibilité du jeune Massenet. Sur ta bouche, avec le désir, je bois ta dernière caresse, car je ne veux plus de maîtresse que celle qui ne saurait trahir. Enfin bon, ça c'est dans Un adieu, c'est daté de 1868. Sylvestre écrit dans l'ombre de Musset, de Baudelaire, mais
On sait qu'il n'y a pas besoin d'être un poète de premier plan pour fournir à des compositeurs l'occasion de faire de la jolie musique, n'est-ce pas? Le biographe, un des biographes de Massenet, Jacques Bonnaur, qui écrit chez Actes Sud, nous dit « Les mélodies de Massenet, pour exprimer un romantisme tardif et parfumé, moins mystérieusement subtil que celui de Fauré, ont le charme des vieilles choses un peu fanées mais attachantes. » Intéressant d'ailleurs cette idée de sépia, de fané, d'un peu, qui s'attache à une musique qui après tout n'est que le reflet de ce qu'a été son époque. Alors, un des thèmes les plus populaires de Massenet, c'est l'élégie, comme vous venez de l'entendre. Hein. À l'origine, le numéro 5 des 10 pièces de genre, ça c'est la méditation de Thaïs. Le compositeur va réutiliser cette merveilleuse mélodie en 73 dans un solo de violoncelle avec orchestre. Succès tellement considérable que Louis Gallet, en 1875, va mettre des paroles sur le thème. Et alors là, ce sera une gloire alors encore plus extraordinaire. Ce sera chanté partout dans les salons. Vous savez, c'est l'époque où on édite les partitions, on les achète et on les joue. Alors, il ne faut pas oublier Ninon, puisque je vous ai parlé de cette épouse avec qui Jules entretient dans un premier temps une correspondance discrète. Le mariage a lieu le 8 octobre 1866 à Avon, tout près de Fontainebleau, dans la commune où Madame de Sainte-Marie possède une maison de vacances. Inutile d'extravaguer sur les rapports affectifs d'un compositeur tout entier sous l'emprise d'une activité prolifique et de son épouse qui finit par préférer les séjours dans les villes d'eau à la garde du foyer. Au fil des années et des crises surmontées, les lettres quasi quotidiennes de Massenet entretenant de l'avancée de son travail et des aléas de ses voyages témoignent d'une relation de confiance assez étroite, écrit Gérard Condé. On ignore, en revanche, ce qu'il recevait en retour et si l'intérêt de Ninon pour les œuvres de son époux est resté aussi vif que la vénération dont elle fut toujours l'objet déclaré. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous avez bien compris que pour l'instant, Massenet vit surtout de leçons de piano. On est toujours dans les beaux quartiers de Paris. Et d'ailleurs, lui-même va s'installer rue Malesherbes avec son épouse et leur fille unique Juliette. Juliette est née en 1868. Vous voyez, tout ça se fait tout à fait dans les formes et dans les temps. Bon, ça va être la chute du Second Empire, bien sûr. Il y a Sedan, il y a le siège de Paris, il y a la Commune en 71. Tout ça interrompt l'intense activité du compositeur, qui d'ailleurs va être enrôlé pour l'occasion dans l'infanterie. Il composera d'ailleurs des scènes pittoresques pour orchestre et plus tard des scènes dramatiques. Mais vous avez bien compris que s'il y a un domaine auquel Massenet a bien l'intention de consacrer l'essentiel de son talent, c'est l'opéra, bien entendu, dont César de Bazan est représenté, on ne peut pas dire avec un grand succès en 1872, un oratorio Marie-Madeleine est joué l'année suivante, et ça c'est un triomphe auquel Pauline Viardot, qui chante, n'est même sûrement pas étrangère. Massenet est élu entre-temps à l'Académie des Beaux-Arts, devenu professeur de composition au Conservatoire en 78 et il va former, s'il vous plaît, comme élève, 18 grands prix de Rome, sans oublier les jeunes compositeurs auxquels il va prodiguer ses conseils. Quand je parle de jeunes compositeurs, il y a des gens là-dedans comme Maurice Ravel, par exemple. C'est assez fascinant ce qui s'est passé dans ce dernier quart du 19e siècle. Une espèce d'efflorescence générale, un goût de l'excellence, une capacité de la société à former des talents, mais par ensembles entiers. Évidemment que Massenet est l'incarnation de tout ça. Et ceux qui auront eu la chance de l'avoir pour professeur le décriront comme le professeur idéal, un homme en plus d'une très grande culture, avec un enseignement qui se fait avec tact, parce que Massenet prend soin de donner à ses élèves ce qui est peut-être le plus important pour un artiste, et ce qu'ils viennent d'une certaine façon chercher, non seulement dans sa classe, mais plus généralement au conservatoire. Il leur donne une certaine confiance en eux. C'est Reynaldo Hahn, vous savez, le merveilleux Reynaldo Hahn, qui se souviendra de ça. Il parlait de tout, de littérature, d'histoire, de peinture, dit-il. Incroyable, quand je vous parle d'une efflorescence culturelle, c'était quand même quelque chose. Tout lui était bon pour illustrer ce qu'il voulait nous faire comprendre, et son éloquence égalait sa sensibilité, dit Reynaldo Hahn, qui, en matière tant d'éloquence que de sensibilité, c'est à peu près de quoi il parle. Je n'oublierai jamais, ajoute-t-il, les heures passées avec lui au musée du Louvre. C'est quand même intéressant. C'est pas tellement l'image qu'on se fait d'un prof de musique d'aller arpenter les galeries du Louvre.
enfin les galeries, oui, les salles du musée, hein. Eh bien, c'est exactement ce que fait Massenet avec ses élèves. Alors, pour le livret de son opéra Manon, il va choisir le roman de l'abbé Prévost, hein, bien sûr, Manon Lescaut. C'est la représentation dont je vous parlais, 1884, à l'Opéra Comique. Massenet, qui a 42 ans, va connaître là un véritable triomphe. C'en est fini des années plus ou moins difficiles de la jeunesse, même si vous aurez compris que les difficultés en question ont toujours été surmontées et vécues avec une forme de stoïcisme par Massenet. Maintenant, c'est Manon, et c'est peut-être parce que lui-même est en train peu à peu d'abandonner la jeunesse qu'il la chante et qu'il la met en note avec un tel élan, un tel éclat, une telle beauté. Manon, profitons bien de la jeunesse.